Ici à ce webinaire. Mon nom est Jennifer Stanton. Avant de commencer la séance, il y a quelques points d'attendance dont je souhaite vous faire part. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur le mot « floor » en bas à gauche et sélectionnez « Français ». Afin de suivre les présentations PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot « Présentation » et ceci est en haut à gauche de votre écran. Si vous souhaitez suivre la présentation en français, téléchargez la présentation en français en cliquant sur le mot « Documents » à droite. N'hésitez pas à télécharger les présentations dans les deux langues, en anglais et en français. Vous pouvez pour ceci cliquer sur le mot « Documents » à droite. Il y aura une foire aux questions lors des 5 dernières minutes de ce webinaire. Afin de nous envoyer vos questions, merci d'aller sur la barre « Outils » sur le côté droit de votre écran. Excusez-moi. Cliquez « Messages », ensuite « Participants » et tapez ensuite votre question. Vous pouvez nous envoyer votre question en tout temps. Et si vous regardez ce webinaire en groupe, merci d'entrer le nombre de participants en cliquant sur « Messages », ensuite le mot « Participant ». Nous allons maintenant commencer notre séance. Le sujet de ce jour sont les mesures visant à faciliter le témoignage. Pour vous donner un contexte, la Charte des droits de la victime a été mise en vigueur en 2015. Ceci est lié aux mesures d'aide au témoignage et qui vous donne un petit peu des repères quant aux articles qui se penchent plus particulièrement sur les droits des victimes au niveau des procédures judiciaires. Que ces droits soient bien respectés à tous les échelons des procédures judiciaires. Cette charte détermine 4 droits principaux pour les victimes. Le premier, le droit à l'information, ensuite le droit à la protection, ensuite le droit à la participation et ensuite les dédommagements. La relation au concept des mesures d'aide au témoignage pendant les procédures judiciaires, il y a 2 articles qui sont pertinents, l'article 12 et l'article 13 plutôt. L'article 12 est relatif à la protection de l'identité. Ceci est connecté au droit de la victime qui se traduit est relatif à la protection de l'identité. Ceci est connecté au droit de la victime qui se traduit dans les publications criminelles avec des interdictions de publication. Toute victime a le droit d'exiger que son identité soit protégée en fonction d'un témoin ou d'une infraction. La protection de cette identité, quelquefois, veut dire que l'audience doit être fermée, bien que ce soit rarement le cas. Où ce concept est important, c'est au niveau des bancs d'interdiction de publication qui permettent ainsi de protéger l'identité d'une victime ou d'un témoin ou l'identification du témoin ou de la victime.
L'article 13 gère plutôt les mesures mêmes visant à faciliter le témoignage. C'est-à-dire qu'une toute victime a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage alors qu'elle témoigne dans une procédure relative à l'infraction. Les mesures d'aide dans ce cas-là est vraiment relative aux appuis pour témoigner et c'est disponible dans le Code criminel du Canada. On parle ainsi plus généralement des différents outils qui peuvent aider les témoins à articuler mieux leur témoignage et d'une façon plus pratique, d'avoir par exemple des filtres ou des écrans qui empêchent de la salle du tribunal ou alors avec des circuits fermés de télévision afin que cette personne soit protégée plutôt qu'elle soit présente dans la salle du tribunal. Dans le contexte du code criminel, nous pensions ainsi faciliter le témoignage de cette personne afin qu'il puisse donner vraiment un témoignage complet, franc. Encore une fois, pour vous donner un contexte, il existe une convention internationale qui est pertinente à ce concept de mesures visant à faciliter le témoignage et les raisons pour lesquelles elles doivent être appliquées par les différents États, c'est l'article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies. Et bien sûr, le Canada en fait partie. Cet article 16 indique tout d'abord, que nul enfant ne fera domicile ou sa correspondance ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles émissions ou de telles atteintes. Les différentes préoccupations au niveau de l'identification, de la protection de l'identité d'un enfant sont bien définies par cette Convention des Nations unies, surtout l'article 16, qui reconnaît le droit d'un enfant à être indépendant et demeurer indépendant par rapport à leur vie privée, bien définie par cette Convention des Nations unies, surtout l'article 16, qui reconnaît le droit d'un enfant à être indépendant et demeurer indépendant par rapport à leur vie privée de toute information qui puisse lier et qui puisse mener potentiellement à son identité, surtout si le témoin est un enfant. Donc, le contexte international, justement, nous a poussé à inclure des mesures visant à faciliter le témoignage dans le code criminel et dans la jurisprudence canadienne. Le code criminel du Canada le définit très bien dans différents paragraphes. Par exemple, 46, ainsi que d'autres. Mesures visant à faciliter le témoignage en principe et en fonction de la jurisprudence avec la Cour suprême. On a ainsi identifié pourquoi certaines provisions sont importantes. Et nous comprenons ainsi l'intention parlementaire à souligner ces options. Certaines des mesures facilitant le témoignage ont été identifiées en tant que fonction de recherche de la vérité par le tribunal. Et cela veut dire de créer un environnement favorable pour des enfants ou des personnes avec des déficiences et qui sont de ce fait vulnérables, ou surtout les enfants qui peuvent être manipulés par les adultes. Et donc, c'était manipulé par les adultes. Et donc, ce témoin est un
soient entourés afin qu'ils soient à l'aise afin de fournir leur témoignage. Parce que bien sûr, les démarches de justice est une fonction de recherche de la vérité. Et il nous faut nous assurer que les personnes, incluant les enfants, que ces personnes nous fournissent l'information qui faciliterait cette recherche de la justice, et c'est-à-dire d'arriver vraiment à la vérité des faits. Et cela assure de l'égalité des conditions quelque part pour les différents témoins, surtout pour les enfants qui sont évidemment vulnérables lors de poursuites judiciaires. Le deuxième point qui a été identifié par les tribunaux sont les traitements spéciaux des témoins vulnérables. On parle des enfants dans un contexte où la personne a moins de 18 ans, mais on considère également les autres personnes vulnérables, par exemple les personnes qui ont des déficiences physiques ou mentales, qui les rend ainsi plus vulnérables. Le concept suivant, qui a été identifié dans le Code criminel du Canada et la jurisprudence, dans le contexte des mesures visant à faciliter le témoignage, c'est qu'il n'y a pas de droit absolu par l'accusé de faire face à la victime. Ces préoccupations au niveau des demandes des mesures et le fait que l'individu peut se faire avoir des problèmes s'ils font face à la personne qui les accuse. Et ceci est vraiment pertinent lorsque les témoins sont des personnes vulnérables. Dans ces cas-là, il peut y avoir des circonstances particulières qui puissent répondre aux exigences que l'accusé ait un procès juste. Donc, il nous faut établir une image vraiment claire de ce qui peut se passer au niveau du procès. Et l'écran au sein du tribunal bloque physiquement la salle où a lieu le procès pour le témoin, mais que ce ne soit pas l'inverse, que le témoin puisse toujours, que les jurés, par exemple, puissent toujours observer le témoin. Ensuite, le tribunal reconnaît ce concept comme une audition plutôt équitable, qui n'est pas la procédure la plus favorable pour une personne accusée. C'est-à-dire, en gros, que équitable, juste, ne se traduit pas par le fait qu'on donne l'avantage à l'accusé par rapport au témoin dans le cas précis de la recherche de vérité et de l'enregistrement des preuves. Le premier paragraphe du Code criminel est connecté aux mesures d'aide et l'article 486.1. C'est la possibilité d'un témoin et en fonction de cette provision précise, si le témoin est en dessous de l'âge de 18 ans ou s'il a des déficiences physiques ou mentales, le juge des poursuites peut établir une ordonnance que cette personne, que ce témoin est une personne de confiance qui soit proche physiquement du témoin lors du témoignage. Dans le cas d'un enfant qui a moins de 18 ans, les mots utilisés, le libellé, expriment devrait. C'est obligatoire dans ce cas.
puisque l'on se concentre sur un témoin qui a moins de 18 ans ou qui a une déficience physique ou mentale. Le Code criminel établit aussi des provisions pour les témoins qui ne tombent pas dans ces catégories. En d'autres mots, des témoins qui n'ont pas moins de 18 ans et qui ne sont ni déficients de façon physique ou mentale. Dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire, mais dans ce cas-là, le juge ou le juge de paix pourra ensuite, une fois que la demande a été faite, établir cette ordonnance. Dans ce paragraphe 186.1, on reconnaît les préoccupations au niveau des mesures aidant et visant à faciliter le témoignage, surtout pour les personnes vulnérables de moins de 18 ans ou qui souffrent de déficience. Dans ce cas-là, le mot utilisé est obligatoire. Dans ce cas-là, le juge va imposer l'ordonnance. Et le libellé fournit encore une fois des provisions dans le cas où le juge ou le juge de paix pense que l'ordonnance interférerait avec la bonne marche de la justice. Cela fournit certaines exigences pour la personne qui se met à l'encontre de la demande d'ordonnance due à l'interférence avec la bonne marche de la justice. Si, par exemple, la demande est faite par la couronne au nom du témoin, ils auront besoin, dans ces cas-là, s'il y a une audience contestée, qu'il y ait une base de contestation de cette demande. En sus de cela, la demande peut être faite par le procureur. Mais le témoin lui-même ou elle-même peut aussi fournir cette demande. En final, la dernière provision sous ce paragraphe indique que le témoin doit lui-même choisir qui il veut comme personne de confiance. Ceci peut bien sûr créer des conflits par rapport à une ordonnance d'exclusion de témoins qui aurait été faite auparavant par le tribunal. Si le cas de la personne de confiance est aussi un témoin, ce juge peut penser que l'ordonnance peut enfreindre la bonne démarche de la justice. En mots simples, c'est plus souvent le cas qu'une personne de confiance serait indépendante, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas une relation amicale avec le témoin ou avec l'enfant, mais plutôt qu'ils soient un représentant des services aux victimes ou de Boost. Il y a des exceptions. Une personne de confiance peut aussi être quelqu'un d'autre qu'un représentant du service aux témoins ou de Boost. Les circonstances particulières du cas déterminera si l'application de cette demande est appropriée ou non. Si un enfant est un témoin, déterminera si l'application de cette demande est appropriée ou non. Si un enfant est un témoin, beaucoup plus souvent, s'il y a un témoin, selon si la personne de confiance choisie est aussi un témoin, dans ces cas-là, il y aurait conflit. Comme je l'ai indiqué, il y a également des provisions dans cet article par rapport à un poursuivant ou un témoin. Si la personne, alors qu'elle témoigne, peut être proche de l'enfant, ou si le juge ou le juge de paix pense que l'ordonnance faciliterait le témoignage en complet et franc.
Si le témoin est une personne qui a moins de 18 ans ou qui a une déficience physique ou mentale et qu'il désire témoigner par le biais d'un écran ou plutôt, pardon, avec un écran. Dans un tel cas, la demande de l'ordonnance va considérer si la personne de confiance permettrait de faciliter un témoignage complet par le témoin. Cette provision a été amendée récemment, surtout concernant le mot « aider », faciliter. Et dans ces cas-là, le fardeau de cette preuve revient à la personne qui fait la demande, surtout en se basant sur ce mot de faciliter, ou en se basant sur ce mot de faciliter, d'aider, qui veut dire de faciliter, de rendre les choses plus simples, et que le seuil est en deçà par rapport aux preuves qui doivent être administrées afin que la demande parvienne à la demande d'une personne de soutien. S'il y a une opposition à cette demande, et quand cette ordonnance est discrétionnaire, le Code criminel prend en compte différentes considérations. La liste du Code criminel n'est pas complète, mais il y a des points comme l'âge du témoin, les défis, le cas échéant, la nature de l'infraction et en particulier si cette infraction est une agression sexuelle ou une agression connectée à quelque infraction sexuelle. Et que l'on veuille prendre le témoignage de cette personne. Dans ces cas-là, le témoignage sera facilité par une personne de confiance. Ensuite, la nature de toute relation entre le témoin et l'accusé. En particulier, s'il y avait un déséquilibre des pouvoirs entre les différentes parties. Par exemple, si l'accusé avait l'autorité ou la confiance du plaignant auparavant. S'il y a vraiment une différence d'âge importante entre les parties et avait l'autorité ou la confiance du plaignant auparavant. S'il y a vraiment une différence d'âge importante entre les parties si l'accusé avait auparavant un rôle de parent ou d'époux, ce seront évidemment des facteurs considérés. Ensuite, quand on considère la sécurité du témoin pour les protéger contre l'intimidation et les représailles, on peut dans ce cas montrer l'historique des interférences possibles avec la bonne administration de la justice et un témoignage complet. Dans ces cas-là, on veut s'assurer que les infractions soient bien rapportées et que les témoignages aient lieu. Montrer un désir collectif de la société de soutenir les personnes qui sont victimes d'infractions sexuelles et que justement ces victimes ne subissent pas la honte ou encore pire la crainte des représailles. Dans ces cas-là, bien sûr, la justice et le code criminel pensent que l'ordonnance est pertinente. On verra les circonstances particulières pour la personne et ceci sera considéré par le tribunal lors de la demande, selon ce paragraphe 486.1. Comme je l'ai mentionné, il y a de nombreux cas qui illustrent ou qui identifient les amendements qui ont été faits récemment dans cet article 486.1 et qui
à voir avec la mise en, dans cet article 486.1 et qui ont à voir avec la mise en œuvre au niveau de la demande. Et cela nous montre un seuil plus bas. Paragraphe 486.1, alinéas 4 et 6. Ce sont des provisions qui indiquent que le juge ou le juge de paix ne peut permettre à un témoin d'agir comme une personne de confiance si, à son avis, la bonne administration de la justice l'exige. Et ce serait l'alinéa 4. Bien que ce ne soit pas la norme en fonction de cette jurisprudence, les parents étaient acceptés en tant que personne de confiance pour l'enfant. Et l'ordonnance doit être faite ou pas en fonction de ces alinéas, surtout avec des procès qui impliquent un jury, ou s'il y a des témoins à un procès, des personnes qui témoignent par le biais d'un écran ou de circuits privés. Dans ces cas-là, il y aura des instructions précises, qu'il n'y ait aucune afférence qui soit connectée et que tout ceci était simplement pour faciliter le témoignage de la personne et qu'il n'y ait aucune autre présomption faite par le fait que l'enfant ait des mesures qui facilitent son témoignage comme une personne de soutien. Ensuite, nous avons une provision au niveau des mesures visant à faciliter le témoignage qui considère les écrans et les télévisions en circuit fermé, qui est assez similaire au 486.1. Cela exige pour un individu, une personne qui a moins de 18 ans, ou pour une personne qui a des déficiences mentales ou physiques, diffère des personnes qui ne tombent pas dans ces catégories. Encore une fois, le juge ou le juge de paix devrait, sur demande du poursuivant à l'égard d'un témoin qui est âgé, qui est capable de communiquer les faits de son témoignage, mais peut avoir des difficultés de le faire en raison d'une déficience mentale ou physique. Donc, encore une fois, les mots choisis sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on devrait faire cette ordonnance. Et les exceptions, comme il était le cas avec 486.1, à moins que le juge ou le juge de paix pense que cette ordonnance interférerait avec la bonne marche de la justice, et s'il y a une opposition à cette demande de mesures visitant à faciliter le témoignage, qui peut inclure le concept que l'accusé a le droit aussi de se retrouver face à face, ou dans ce cas-là, ce ne serait pas à l'avantage de l'accusé si le témoin fait son témoignage par écran ou télévision en circuit fermé. Cette provision particulière pour 486.2 veut dire que la demande serait faite que le témoin témoigne depuis l'extérieur de la salle de tribunal ou par un dispositif ou un écran qui ne lui permettrait pas de voir l'accusé. Au tribunal, ce type de provision inclut le mot « ou ». Cela veut dire où l'option est disponible ou pas. Mais la provision ne précise pas qui peut prendre la décision pour déterminer quelles sont les mesures à utiliser pour faciliter. Donc, encore là, on se retrouve dans des controverses au niveau de la jurisprudence,
comme il était dans le cas avec 486.1 prudence, comme il était dans le cas avec 486.1 alinéa 2, 486.2 alinéa 2.1 mentionne que la demande à laquelle on fait référence dans les alinéas 1 ou 2 peut être établie durant l'instance, avant le début de l'instance. Et en sus, que tout juge ou tout juge de paix qui soit compétent dans ce district judiciaire détermine. Donc, en gros, ce paragraphe dit que le témoin peut commencer les poursuites en justice sans vouloir un écran protecteur ou des circuits fermés, mais à un moment ou un autre, lors du déroulement du procès, le témoin peut exprimer un besoin de mesures visant à faciliter le témoignage afin de fournir son témoignage. À l'inverse, un témoin peut commencer son témoignage avec l'assistance, avec l'aide d'un écran ou des circuits fermés, et puis plus tard, ne plus vouloir ces mesures. Ce paragraphe considère les besoins changements des personnes lors des poursuites judiciaires. Par rapport aux facteurs de l'ordonnance discrétionnaire, certains sont similaires au 486.1, en particulier l'âge mental, la nature de l'infraction, la relation entre le témoin et l'accusé, si le témoin désire une protection contre l'intimidation ou les représailles. Il y a également d'autres provisions par rapport à la protection, l'identité ou l'identification d'un agent de police, comme on l'a établi en 486.1. La police pousse et le système de justice pousse au rapport des infractions. Tout autre facteur peut être estimé par le juge ou le juge de paix dans les cas où le témoin a plus de 18 ans ou qu'il n'est pas déficient. Même si le langage doit être un langage obligatoire, le poursuivant peut toujours choisir de demander un témoignage et d'exprimer des besoins pour les mesures facilitant les témoignages. Il y a une distinction à faire entre le langage devoir et pourrait, c'est-à-dire que les facteurs sont plus pertinents dans ces cas-là en matière des ordonnances discrétionnaires. 486.2 établit des provisions par rapport à une audience à venir lorsqu'il y a des demandes à venir pour établir des mesures facilitant le témoignage. Il est évident qu'un expert n'est pas obligé de témoigner avec une mesure. Ces mesures aidant à faciliter le témoignage sont plus adaptées si une personne a une déficience mentale ou physique. Cela peut être le cas parce que aussi une personne souffrant d'une déficience ne peut être apparente tout d'abord et qu'il nous faut donner des informations ou par la personne qui les évalue. Mais en général, il y a nombre de personnes qui ne peuvent témoigner par rapport à leurs besoins d'obtenir des mesures visant à faciliter le témoignage. Ce cas particulier a montré qu'il y avait tout un
un, un éventail de personnes qui peuvent faire cette demande, même un agent de police, un travailleur social, un parent, un membre de la famille, le poursuivant même, un ami. Dans certains cas, il y a eu des preuves par affidavit et par le programme d'aide aux victimes et aux témoins. Dans certains cas, le plaignant ou la plaignante peut fournir des preuves ou des affidavits de preuves. Dans de tels cas, il n'est ni idéal ni recommandé que Booth ou que le PAVT témoigne. Dans le cas de PAVT ou de Booth, pourrait en fait compromettre la possibilité de la personne de confiance ou de la personne de Boost d'apporter le soutien qu'ils devaient apporter parce qu'ils sont en fait devenus eux-mêmes des témoins et qu'ils peuvent tomber sous une ordonnance d'exclusion des témoins. Et dans ce cas-là, ils ne pourraient se présenter en tant que personne de confiance aux témoignants. Donc, ils ne devraient pas être non plus à l'audience visant à établir les mesures de facilitation du témoignage, parce qu'ils ne pourront fournir eux-mêmes le témoignage, à moins que, bien sûr, le témoignage soit par témoignage, par écran fermé, de facilitation du témoignage, parce qu'ils ne pourront fournir eux-mêmes le témoignage, à moins que, bien sûr, le témoignage soit par témoignage, par écran fermé. Dans toute éventualité, il peut être un fait et que le plaignant, la personne qui va témoigner, disent vraiment pourquoi ils ont besoin de ces mesures de facilité. Et que jusque-là, ils n'ont pas pu fournir leur témoignage concernant l'infraction. Comme je l'ai mentionné, le manque de précision par rapport à qui pourrait prendre la décision finale quant aux mesures à utiliser crée bien sûr une controverse au niveau de la jurisprudence. Dans certaines juridictions, comme en Colombie-Britannique et au Yukon, il a été décidé que ce soit le plaignant ou le témoin qui doit choisir la mesure visant à faciliter le témoignage et celle avec laquelle ils sont le plus à l'aise. Certains peuvent préférer un écran plutôt qu'une télévision à circuit fermé, afin que l'avocat puisse être proche d'eux physiquement et qu'il y ait un face-à-face. En général, la pratique de la non-participation de l'avocat et qu'il ne soit pas à côté des témoins lorsqu'il y a un témoignage par écran, mais qu'il est dans la salle pour poser des questions. L'avocat, dans ce cas-là, est dans la salle du tribunal. Décider en faveur du juge de première instance, qui est celui qui doit choisir la mesure facilitant le témoignage ou visant à faciliter le témoignage. Il y a des raisons diverses pour ces approches diverses. Le but de ces différents paragraphes et du contexte de ces lois et de la Charte des droits des victimes, de la Convention des Nations Unies, semble être la victime ou le témoin qui devrait décider pour eux-mêmes ce qu'ils pensent qui est le mieux à utiliser en tant que mesure, afin qu'ils aient un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise afin de fournir un témoignage complet au tribunal ou par ça.
où des jugements plus particuliers ont été établis par rapport aux chiens de réconfort. Il y a des cas en Colombie-Britannique, en Ontario, où il y a eu un soutien judiciaire pour le jeune et le chien de réconfort. Ce qui est intéressant, c'est que le code criminel articule bien dans cette section 486.1 le mot d'une personne plutôt qu'un animal ou autre chose qui puisse apporter du soutien et qui tombe donc sous la coupe de l'ordonnance de soutien. Donc, le but de ce paragraphe a été élargi aux chiens qui tombent donc sous la coupe de l'ordonnance de soutien. Donc, le but de ce paragraphe a été élargi aux chiens de réconfort en tant qu'aide au témoignage. Dans certains cas, une personne de confiance, de soutien et un chien ont été imposés par ordonnance afin qu'ils soient présents comme personnes de confiance pour s'assurer de l'entièreté du témoignage. Il y a un cas où il y avait une opposition de l'ordonnance contre un chat qui était la propriété de l'enfant du témoin dans ce cas en particulier. Donc, les circonstances de cet enfant et pour répondre aux besoins de cet enfant, le chat en tant que personne, entre guillemets, de soutien. Donc, au moins à Toronto, nous avons fait des avancées au niveau des chiens de réconfort. Et cela était plus positif dans les salles de tribunal pour tous les parties et non seulement pour la personne qui fournit son témoignage. C'est paragraphe 486, alinéa 1. Exclusion du public dans certains cas et dans certaines audiences. C'est un paragraphe qui n'est pas utilisé dans un sens plus général au niveau des intérêts concurrentiels et de la perception de celle-ci. Ce paragraphe considère en particulier, et l'administration de la justice, si l'ordonnance est du public en général et pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale si les infractions sont importantes. Les facteurs à considérer pour une demande sont similaires à ceux des paragraphes parfois, mais dans d'autres cas, il y a des considérations comme l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions. Donc, encore une fois, ceci tombera si la demande est une demande exceptionnelle. L'article 715.1 gère les enregistrements vidéo et les témoignages faits de façon préalable aux poursuites en justice. Si le demandeur a moins de 18 ans au moment de l'infraction ou au moment plutôt de l'enregistrement. Donc, ce paragraphe se penche sur le témoignage des enfants, donc personnes de moins de 18 ans, et considère les effets du temps sur un enfant, que ce soit au niveau de leurs compétences mentales et leur capacité de retenir les informations pendant longtemps. Un enfant qui soit très jeune ne pourra retenir la même information qu'un adulte, par exemple. Les exigences de cet article ne sont pas seulement le fait que le témoin doit avoir moins de 18 ans au moment de l'infraction alléguée. Au moment de l'infraction
l'infraction alléguée, mais que l'enregistrement vidéo ait été fait dans une durée raisonnable suivant l'infraction. Le tribunal a pensé au délai raisonnable, que ce soit de 1 à 3 ans, et cela nous confronte à des difficultés lorsqu'il y a des divulgations tardives. Autrement, les exigences sont que la victime ou que le témoin, alors qu'il témoigne, qu'il adopte le contexte de l'enregistrement vidéo. Et dans ces cas-là, il y a une concertation sur ce que veut dire le mot adopter, qu'il adopte, qu'il réadopte, réitère l'enregistrement accepté en tant que témoignage complet ou en partie, selon si le juge ou le juge de paix pense que l'enregistrement vidéo pourrait être à l'encontre de la bonne administration de la justice. Donc, le but de cet article 715.1 considère les personnes qui ont moins de 18 ans au moment de l'infraction. C'est pour répondre aux besoins des jeunes victimes. Et du fait que ces personnes peuvent fournir un témoignage contre une personne qui aurait une position d'autorité par rapport à l'enfant. Le poids moins traumatique et moins stressant pour un enfant. Et en même temps, cela permet de préserver la recherche de la vérité et des preuves. Parce qu'en principe, le témoignage d'un enfant qui est fait très rapidement après une infraction est souvent plus précis. Comme je l'ai mentionné, les exigences de cet article 715.1 est une bande magnétoscopique réalisée dans un délai raisonnable suivant l'infraction présumée, dans laquelle le plaignant décrit les actes reprochés. Et que, alors que le plaignant témoigne dans le tribunal, qu'il adopte le contenu de la bande magnétoscopique. Un délai raisonnable en fonction de, dans le tribunal, qu'il adopte le contenu de la bande magnétoscopique. Un délai raisonnable en fonction de la Cour d'appel de l'Ontario, PS, R contre PS, a déterminé que ce délai devrait être de 2 ans. Mais il y a certains cas, comme SG, où une durée plus longue paraît raisonnable, et donc on va jusqu'à 3 ans. Différents cas considèrent d'autres approches. Le cas de LO a adopté sa déclaration lorsqu'il s'est soutenu avoir fait la déclaration et témoigné qu'il s'efforçait d'être honnête et de dire la vérité. La Cour d'appel a indiqué dans ce cas-là que d'adopter dans le cadre de l'article 715, que le témoin se souvienne d'avoir donné déclaration enregistrée et qu'il témoigne aussi qu'à ce moment-là, ils faisaient leur possible pour être honnêtes et de dire la vérité. Bien sûr, un enfant de moins de 14 ans qui promet de dire la vérité et qui, une fois qu'il est plus âgé et qu'il prête serment de nouveau, cela peut varier. Mais dans le cadre du 715.1, l'importance est seulement que lors de la déclaration qui a été enregistrée, il faisait de son mieux pour être honnête et de dire la vérité. Ensuite, les effets d'une déclaration adoptée en fonction de cet article, c'est que cette déclaration enregistrée devient le témoignage de l'enfant. De façon pratique, le procureur n'a pas besoin dans ce cas de poser les mêmes questions de ce paragraphe, bien sûr, de cet article.
et de minimiser les retraumatisations d'un enfant en les réexposant et en les forçant à réexprimer, réexpliquer des événements traumatiques qui leur sont arrivés. En d'autres mots, la déclaration enregistrée devient une partie du témoignage de l'enfant, même si l'enfant ensuite continue de témoigner dans la salle du procès. L'enfant, bien sûr, fera l'objet d'un contre-interrogatoire. Et il y aura des questions qui peuvent être posées sur l'enregistrement qui a été fait au préalable. Le tribunal peut exclure un témoignage s'il pense que cela nuirait à la bonne administration de la justice. Donc le juge ou le juge de justice encore a la discrétion d'exclure ou non ou de faire une application, une demande en fonction de l'article 715.1. La jurisprudence, en revanche, est très claire que ce pouvoir discrétionnaire exclusionnaire devrait être limité à des cas où son admission serait défavorable à l'accusé. Ces instances sont assez rares. Donc, en gardant à l'esprit les différentes infractions dont on a parlé en fonction du 486, où le libellé, les mots choisis sont différents au niveau de, par exemple, l'obligation par rapport à 715.1, mais au niveau de, par exemple, l'obligation par rapport à 715.1, mais que l'on considère aussi le but de cette section, qui est de faciliter la recherche de vérité du tribunal, afin de ne pas traumatiser de nouveau des témoins vulnérables comme les enfants ou des personnes souffrant de déficiences physiques et mentales, et pour aussi encourager le rapport d'infraction. Et que dans ce fait, les poursuites en justice n'empêchent pas les personnes de rapporter les infractions parce qu'ils craignent la retraumatisation qu'ils subiront potentiellement lors des poursuites en justice. Ceci vraiment empêche la plupart des gens de rapporter des infractions. Voici la fin de ma présentation. Nous pouvons maintenant prendre vos questions s'il y en a. Je vous ai fourni mes contacts sur cette dernière diapositive et je serai ravie de répondre à toute question que vous aurez plus tard par rapport à ces mesures visant à faciliter le témoignage. Je vais vous lire la question. Est-ce que vous allez adresser à la diapositive qui vous parlait justement des chiens de soutien? Et en effet, c'est devenu un lieu plutôt commun au niveau judiciaire. Le personnel administratif des tribunaux est bien au courant des chiens de soutien. Je parle surtout de la région de Toronto. Les chiens de soutien ne sont aucun problème pour nos administrations. Et on peut voir cela en fonction des nombreux cas où un chien de soutien a été requis, que ce soit au niveau d'une ressource ou de compétences. Nous avons même eu un problème d'ailleurs de trouver assez de chiens de confiance pour les personnes qui
les demandes, que ce soit pour la préparation d'un témoin. Nous avons même eu un problème d'ailleurs de trouver assez de chiens de confiance pour les personnes qui les demandent, que ce soit pour la préparation d'un témoin ou pour un soutien lors des audiences. Je vous ai fourni une liste de jurisprudence, pas tous, mais certains, où il y a eu l'utilisation de chiens de soutien de façon pratique, bien sûr. On s'inquiète un petit peu des personnes qui s'opposent à l'utilisation de ces chiens de soutien dans les salles de tribunal. Mon point de vue est que beaucoup de cette opposition provient d'un manque d'information au niveau du comportement du chien dans une salle de procès. Quand il y a opposition, très souvent, et quand en fait un chien apporte du soutien à un enfant au procès, par exemple, si le chien est apparent lors d'un enregistrement par un circuit fermé, le chien dans ce cas-là est assis au pied du témoin, mais est disponible si l'enfant a besoin d'avoir une interaction avec le chien, le toucher, le regarder, etc. Ces chiens sont en principe très calmes, surtout sur les enregistrements par circuit télévisé fermé. Même souvent, en fait, le chien n'apparaît même pas dans les enregistrements grâce aux équipements que nous utilisons. Dans une salle de tribunal, évidemment, c'est différent. Dans ce cas-là, un chien serait assis proche. Dans ce cas-là, un chien serait assis proche du témoin. Et en fonction du banc des témoins, le chien peut être juste à l'extérieur, ou il peut être aussi dans la boîte, au banc des témoins, avec le témoin. Parfois, la présence du chien est suffisante pour apporter assez de soutien au témoin. Et il y aura plus d'interaction avec le chien lors des pauses. Donc ces interactions auront lieu lors des pauses très souvent entre le témoin et le chien, mais toutes les dispositions et l'emplacement du chien se fera selon la disposition de la salle. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez me contacter par les contacts PAVT que j'ai mis et les contacts email, numéro de téléphone que j'ai mis sur la présentation. Et la dernière diapo.